Bonjour à tous. Alors je fais un petit écart parce que je suis Jean-Sébastien Steyer, un des responsables en fait du pilier Temps de l'évolution. Un petit écart vers l'art, le temps dans l'art, pour accueillir en fait un collègue et ami, Roland Lehoucq. En fait, Maxime Abolgassemi m'a demandé de le présenter parce que je le connais un petit peu. Roland Lehoucq nous fait le plaisir d'être là cet après-midi. Il va nous parler de Voyage vers le futur. Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA. Il est président des Utopiales, Festival international de science-fiction de Nantes. Il est directeur de collection Parallax, où les sciences sont extraites d'une manière très plaisante de la science-fiction. C'est une collection faite aux éditions Le Bélial. Il est conférencier, auteur aussi bien d'ouvrages de vulgarisation que d'auteur de science-fiction. Il est très connu pour son ouvrage « Les sciences dans Star Wars » notamment. Il est chroniqueur pour la revue Pour la Science, la revue de science-fiction également Bifrost. Il est même responsable de rubrique Scientifiction. Enfin bref, vous l'aurez compris, il adore en fait vulgariser les sciences grâce à la culture des mondes imaginaires. Je vous demande d'accueillir Roland Lehoucq. Merci. Écoute, Jean-Sébastien, merci pour cette présentation quasiment exhaustive et flatteuse. Effectivement, mon intervention tombe dans la gamme temps et art, parce que on va, alors je le vois moi, mais vous allez le voyez pas tout de suite. Ah voilà, ça arrive. On va utiliser des éléments de fiction. Alors on va partir de cette petite bande dessinée, de ces petits comics de Bill Watterson, de Calvin et Hobbes, et on va utiliser des éléments de cinéma pour discuter d'une question qui est la façon dont, comme on dit, s'écoule le temps, et qui n'est pas une expression très bonne, en tout cas comme physicien. Et donc bien que ça tombe dans la rubrique temps et art, on va en fait faire de la physique. Bienvenue dans les astuces que j'utilise pour injecter de la physique et des sciences dans des endroits où on ne s'y attend pas. Alors, on voit dans cette petite bande dessinée de Bill Watterson, on voit que le petit jeune homme, là, il essaie d'utiliser... ah oui, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour passer. Il n'y a pas de... Ah non, c'est pas grave, alors j'ai pas de laser. Donc il essaie d'utiliser sa petite carriole pour vérifier une partie de la théorie d'Einstein de la relativité et de se dire, regarde, il paraît que plus on va vite, plus le temps ralentit. Donc il y a l'idée d'un temps qui s'écoule, d'un temps comme un fleuve. Et avec toujours tout un tas de phrases, les horloges ralentissent, le temps ralentit, le temps, les échelles de temps sont pas les mêmes. Et puis à la fin, bon, évidemment, il constate que ça ne marche pas. Alors on va voir que ce qui était écrit dans cette petite bande dessinée, là, une part disons, d'intérêt, puisqu'elle essaie de montrer par l'exemple une des conséquences de la relativité d'Einstein qu'on va discuter, et qui a des fautes, évidemment, enfin, qui a une façon de présenter les choses, mais c'est ça qui en fait aussi tout le sel et toute la partie marrante. Elle a une façon de présenter les choses qui n'est pas tout à fait correcte, en tout cas pour un physicien. Alors, on a... dans le cinéma, un certain nombre de films, j'en mettrai une grande liste à la fin, je vais en montrer quelques-uns. Là, je ne montre pas un extrait, simplement une image de La planète des singes de Franklin Schaffner, 1968, où on voit le héros, alors le personnage c'est Charlton Heston, enfin l'acteur Charlton Heston, qui est à l'intérieur du vaisseau, et voilà ce qu'il nous dit dans la scène initiale. Alors je l'ai représenté, je l'ai écrit pour qu'on entende bien, qu'on voit bien ce qui se passe, et traduit en français. Il nous dit, bien voilà, ça fait 6 mois qu'on est parti de Cap Kennedy pour une destination lointaine, et puis 6 mois dans l'espace profond, selon notre temps, ça tout entendu le temps du vaisseau, mais selon la théorie du docteur Hastline, alors c'est assez marrant, il ne dit pas du docteur Einstein, il y a un nom inventé, eh bien, quand on s'approche de la vitesse de la lumière, son vaisseau est très rapide, il s'approche de la vitesse de la lumière, eh bien, en fait, pendant ces 6 mois que nous avons passés dans le vaisseau, la Terre a vieilli de 700 ans. Il y a un écart de durée mesuré entre le vaisseau, l'horloge du vaisseau, et l'horloge terrestre. Et d'ailleurs, on voit sur sa droite, on voit 2 cadrans numériques où il y a marqué Earth Time, le temps de la Terre, et Ship Time, le temps du vaisseau. Il y en a un qui serait donc l'horloge, mettons l'horloge atomique, qui fonctionne dans le vaisseau, et puis l'autre, une horloge qui est là pour mimer, pour représenter le temps de la Terre. Alors ce rapport, on voit qu'il est énorme, entre 6 mois et 700 ans, il y a un facteur 1400,
et 1400, comme il y a à peu près 1440 minutes par jour. Ça veut dire que chaque minute du vaisseau, à chaque minute du vaisseau correspond une durée de 1 journée terrestre. D'accord ? Vous voyez l'écart considérable de durée qui s'est écoulé. Et je vais pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais enfin, il y a une affaire qui a à voir avec cet écart considérable de durée, les personnages arrivant sur une planète inconnue, étant la planète des singes, et réalisant que peut-être c'est pas une autre planète, c'est pas une planète inconnue. Alors, pour comprendre cet écart, on le reverra dans d'autres exemples de la fiction, dans d'autres films, un film que vous connaissez peut-être moins, on remettra ça à la fin pour rigoler un peu. Cet écart, en fait, il vient de la théorie de la relativité d'Einstein, qui a été publiée en 1905, et qui se fonde sur 2 principes. On verra que le deuxième, enfin on va pas le voir, mais je vous dis par avance que le deuxième n'est pas utile, seulement celui-ci est utile, et puis quelques principes très fondamentaux, comme conserver la causalité, par exemple. Eh bien, premier principe, un élargissement à toute la physique, sauf la gravitation, qui fera l'objet d'une théorie à part, qui sera la théorie de la relativité générale, un élargissement à toute la physique de la relativité galiléenne. L'idée, selon les mots de Galilée, que le mouvement est comme rien, que dans cette pièce où nous ne voyons pas l'extérieur, nous n'avons aucun moyen de savoir si elle est au repos ou si elle se déplace à vitesse constante en ligne droite. On n'a aucun moyen de le savoir par des expériences internes à la pièce. Il faudrait sortir et constater que nous sommes dans un bâtiment et que donc il ne se déplace pas. Et donc élargir le principe de relativité à toute la physique, c'est-à-dire à de la physique qui n'existait pas à l'époque de Galilée, essentiellement la mécanique, et puis à l'époque de Galilée, et puis ensuite l'électromagnétisme par exemple. Et puis deuxième chose qu'a ajouté Einstein, invariance de la vitesse de la lumière. Cette vitesse ne dépend pas, la valeur de cette vitesse ne dépend pas de la vitesse relative entre l'observateur et la source. Mesurer la vitesse de la lumière de ces spots qui m'éclairent ici, je vais trouver la valeur canonique de 300 000 km par seconde, mais si je me déplace par rapport aux sources, ou si les sources se déplacent par rapport à moi, je vais trouver aussi 300 000 km par seconde. Et ça, c'est fondé essentiellement sur une expérience dite de Michelson et Morley dans les années 1890, qui ont pu montrer que la composition de la vitesse de la Terre avec la vitesse de la lumière, ou de la vitesse de la lumière avec la vitesse de la Terre, on aurait pu la Terre qui tourne à 30 km par seconde autour du Soleil, on aurait pu, en composant ces vitesses de façon galiléenne, trouver 300 000 plus 30 et 300 000 moins 30, en faisant la composition parallèle ou antiparallèle, eh bien on a trouvé 300 000 km par seconde tout le temps. Et maintenant, cette isotropie spatiale de la vitesse de la lumière, le fait que, quelle que soit la façon dont je compose la vitesse de la lumière avec la vitesse de la Terre, j'obtiens la vitesse de la lumière, la même valeur, 300 000 km par seconde, on l'a vérifié avec une précision relative de 10 puissance moins 17. D'accord ? 10 puissance moins 17. Je ne le dis même pas en pourcent parce que c'est 10 puissance moins 15%. Un millionième de milliardième de pourcent. Donc, essentiellement, la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, 2 conséquences à ces postulats. Le premier, par une expérience de pensée dont Einstein était friand, pas que lui, Galilée aussi, et bien d'autres physiciens très friands d'expériences de pensée. On est dans un wagon et un wagon qui est sur des rails. Dans ce wagon, qu'il soit en mouvement ou pas, ça n'a pas d'importance pour l'instant. On est à l'intérieur du wagon et on envoie un rayon lumineux vers l'avant et vers l'arrière et on se débrouille pour que ces rayons lumineux émis exactement au centre, de sorte que dans le wagon, je constate que le rayon lumineux qui part vers l'avant arrive en même temps que le rayon lumineux qui part vers l'arrière. Les 2 événements, le rayon arrive à l'avant et le rayon arrive à l'arrière, sont simultanés pour un observateur qui est dans le wagon. Alors maintenant, on peut prendre le point de vue de quelqu'un qui regarde passer le wagon. Un chef de gare qui voit passer le wagon, vous à l'intérieur du wagon en train de faire votre expérience, comme la vitesse de la lumière est la même pour le chef de gare que pour vous, et que lui il va constater que la vitesse de la lumière doit rattraper l'avant du wagon, et à l'inverse, l'arrière du wagon avance vers la lumière va bien vite, et les wagons évidemment, pour que ça soit perceptible à nos sens, il faudrait des wagons, disons, extrêmement longs, un wagon, disons, de 300 000 km de long, ça commencerait à être intéressant pour que nos sens perçoivent les petits écarts. Là il faudra faire ça de manière subtile, par des détecteurs tout à fait beaucoup plus efficace que nos sens, eh bien, le chef de gare, lui, va constater que la lumière arrive à l'arrière du wagon, va se produire avant l'événement, la lumière arrive à l'avant du wagon. Ces 2 événements, qui étaient simultanés pour le passager, ne sont pas simultanés pour le chef de gare. Alors là, ça a une conséquence immédiate, c'est que la simultanéité de 2 événements n'est pas une notion universelle. Et comme on définit le présent comme l'ensemble d'événements, de tous les événements qui sont simultanés à un événement donné, la notion de présent est une notion qui n'est pas universelle.
Donc nous qui sommes fixes les uns par rapport aux autres, il y aurait des discussions, peut-être on les envisagera dans les questions, parce que tout le monde n'est pas à la même altitude. Mais nous qui sommes fixes les uns par rapport aux autres, nous pouvons nous mettre d'accord sur un présent commun, sur des plans de temps qui sont simultanés, d'événements plutôt qui sont simultanés. Mais si quelqu'un se met à courir sur la scène et son présent, l'ensemble des événements simultanés à un événement donné ne seront pas les mêmes que pour nous. Deuxième postulat, qui va finalement généraliser un peu ça, avec une expérience d'autre expérience de pensée, celle de l'horloge à lumière. Une horloge à lumière, c'est deux miroirs face à face, distants, d'une certaine distance, parfaitement parallèles, parfaitement réfléchissants. En pratique, on va faire rebondir de la lumière de bas en haut, tic, tac. Événement de départ, événement retour. Tic, tac, ça va faire une horloge. C'est pas exactement comme ça qu'on fait des horloges, évidemment, des horloges atomiques, mais c'est un peu le principe. Il faut bien sûr pratiquement que les miroirs soient très réfléchissants, il faut que les miroirs soient très parallèles les uns par rapport aux autres pour espérer que les allers-retours soient nombreux. Donc, on a deux événements qui sont séparés par une durée, l'événement départ, l'événement retour du faisceau lumineux, du rayon lumineux, et on peut s'amuser à calculer la durée qui sépare ces événements. C'est très facile, on est dans l'horloge elle est devant moi, tic-tac, la distance parcourue c'est 2 fois la distance qui sépare les miroirs, la vitesse c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et bien la durée c'est 2 fois la distance, 2 fois l'écart entre les miroirs divisé par la vitesse de la lumière. Bon, il y a une équation, il y en aura d'autres. Attention, on est dans une conférence de physique, ça ne va pas rigoler. Alors, cette durée-là, on va l'appeler une durée propre, on va la qualifier de propre en un sens particulier pour les physiciens, qui est cette durée sépare deux événements qui sont produits au même endroit. Le tic du départ, enfin le tic était en haut et le tac en bas, mais le point de départ et le point d'arrivée sont au même endroit. Et il y a une durée qui sépare ces deux événements. Alors maintenant, on peut faire le point de vue de l'observateur qui voit passer l'horloge. Donc il y a l'horloge qui est ici, puis un peu plus tard elle est là, et un peu plus tard elle est là-bas. Et donc il va voir le rayon lumineux qui se réfléchit, mais pour lui, que va-t-il voir? Eh bien le rayon lumineux va faire tic et tac. D'accord? Je représenterai l'horloge à 3 instants différents, à l'instant de départ, à l'instant tic et à l'instant tac. Et si je veux calculer maintenant la durée qui sépare les deux événements, événement départ du point lumineux, du rayon lumineux, événement retour du rayon lumineux, eh bien il va falloir cette fois-ci tenir compte d'une distance qui est celle que je constate. Moi, là, le rayon lumineux, je l'ai vu parcourir cette ligne bleue une fois, 2 fois, et j'ai donc le double de cette distance divisé par la vitesse de la lumière dans le vide, qui est là toujours la même. Hein. Le postulat, c'est la vitesse de la lumière est indépendante de l'observateur. Et j'obtiens, puisque la distance inégalité triangulaire, la diagonale va être plus grande que les côtés, que l'un des côtés, même que la somme des côtés, eh bien, on se retrouve dans une situation où la durée va être plus longue que la durée précédente. Et on peut même préciser, d'abord d'une part, que cette durée, cette nouvelle durée, à laquelle j'ai ajouté un prime pour la singulariser, pour dire qu'elle est différente des autres, cette durée n'est pas une durée propre. Les deux événements, départ et retour, ne se sont pas produits au même endroit, donc ce n'est pas ce qu'on qualifiera d'une durée propre, c'est la durée qui sépare deux événements, qui sont produits à 2 instants et à 2 lieux différents. Et on peut même calculer, je vous fais grâce des détails, le rapport entre cette durée impropre et la durée propre qui a été mesurée dans le référentiel de l'horloge. Ça se calcule, il y a un petit raisonnement tout simple pour faire ça, et qui permet d'obtenir qu'il y a un facteur gamma, qu'on note de la lettre grecque gamma, et dont la valeur est 1 sur racine carrée de 1 moins v sur c au carré. V, c'est la vitesse relative entre l'observateur et l'horloge. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors de là, on voit immédiatement que ce facteur gamma, il est plus grand que 1, toujours plus grand que 1, qu'il tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Donc cette vitesse qui est invariante par chemin de référentiel, c'est aussi une vitesse maximum. C'est aussi la vitesse la plus grande qu'on peut atteindre. Et on constate évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir la formule, simplement de constater que la distance qui a l'air d'avoir été parcourue par la lumière est plus grande. La durée qui sépare les deux événements est plus grande dans un cas que dans l'autre, dans le cas de durée impropre, dans le cas des durées propres, et la durée qui sépare deux événements, du coup, dépend de l'observateur. C'est une sorte de généralisation. Tout à l'heure, on parlait d'une durée nulle. Deux événements simultanés, ils sont séparés par une durée nulle pour l'observateur qui le constate. Et bien là, on est dans une situation où la durée, en général, qui sépare deux événements, dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors,
voilà le petit facteur gamma pour vous montrer comment il varie. Horizontalement, de 0 à 100%, il y a un 110% ici qui est spurieux, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en tenir compte. On voit que ce facteur gamma, il va aller à peu près 1 au départ, c'est-à-dire que durée propre et impropre sont quasiment les mêmes. Pour les vitesses ordinaires, les rapports sont extrêmement petits. Quand vous avez une vitesse qui est, mettons, de 3 mètres par seconde, une vitesse ordinaire, quelqu'un qui court, disons, sans courir très vite, 3 mètres par seconde, c'est 10 puissance 8 fois moins, 100 millions de fois moins que la lumière, et donc le rapport des durées entre moi et quelqu'un qui court par rapport à moi à 3 mètres par seconde vont être de 10 puissance, quelque chose comme 10 puissance moins 8 au carré, donc 10 puissance moins 16 les écarts relatifs. Donc des écarts qui vont se chiffrer en millionième de milliardième de seconde par chaque seconde. Donc essentiellement, nos sens ne perçoivent pas ces différences pour les vitesses ordinaires. Alors on a pu faire des expériences avec, par exemple, 2 avions qui ont fait le tour de la Terre dans un sens, le tour de la Terre dans l'autre sens, et qui ont allé donc à des vitesses différentes, et surtout à des vitesses relatives différentes par rapport à des horloges atomiques restées au sol. Et on a pu montrer que les écarts se chiffraient, calculés et comparés avec la mesure, se chiffraient en milliardièmes de seconde et étaient tout à fait cohérents. Dans le système GPS, on doit tenir compte de ces écarts. Les satellites du réseau GPS ou du réseau européen Galileo ou du réseau Beidou chinois ou comment il s'appelle le russe, j'ai oublié son nom, eh bien ils doivent tenir compte du fait que les satellites, les horloges atomiques à bord des satellites en orbite ont un mouvement relatif. Ils sont en orbite à quelque chose comme 7 km par seconde, on doit tenir compte de cette dérive, de cet écart de mesure de durée entre des satellites en mouvement par rapport au sol, pendant des satellites en mouvement par rapport au sol. Et on voit qu'on peut atteindre des vitesses extraordinaires, des rapports extraordinaires. Là, évidemment, j'ai arrêté à 10, mais ça monte à l'infini quand on s'approche infiniment proche de la vitesse de la lumière. Alors, une autre question qui avait beaucoup turlupiné Einstein, c'est aussi la façon dont on pourrait du coup synchroniser des horloges. C'est une question très concrète. J'ai 2 horloges, comment est-ce que je m'arrange pour qu'elles soient synchrones? Et c'est pas si simple, on ne peut pas dire il y a une horloge maître qui va dire il est midi. Alors l'horloge dit il est midi, il est midi, il est midi, il est midi, il est midi. Le signal il est midi se propage, au mieux à la vitesse de la lumière, et quand l'horloge lointaine reçoit le signal, eh bien elle reçoit le signal il est midi à un moment qui n'est plus midi pour l'horloge maître, le temps que le signal progresse. Donc la question de la synchronisation des horloges était importante pour Einstein, et c'était des questions toutes simples qui se sont posées. Voilà comment il propose la chose. Alors pour ça, il faut d'abord comprendre un tout petit peu ce qu'est ce diagramme qui va se remplir, un diagramme espace-temps. Horizontalement, un espace à une seule dimension, une ligne spatiale. C'est comme si mon mouvement était restreint à une seule dimension, seulement sur une ligne. Et puis verticalement, le temps, de sorte qu'on puisse représenter un diagramme espace-temps sur une seule feuille, sur une feuille à 2 dimensions. Alors, horizontalement, on a 1 minute-lumière, un carré représente 1 minute-lumière, et verticalement, un carré représente 1 minute, ce qui fait que dans ce diagramme-là, la vitesse de la lumière se déplace selon les diagonales des carrés qui sont dessinés. Voilà une horloge immobile. Voilà une horloge immobile dans l'espace, dans ce référentiel-là, elle ne bouge pas dans l'espace et le temps s'accumule, les durées s'accumulent, elle construit le temps par accumulation des durées propres qui lui sont associées. C'est vous qui êtes là posé et moi qui sommes là posés. Nous, on n'est pas strictement ponctuels, on est un peu des boudins, donc vous faites une sorte de boudin spatio-temporel. Cette salle, spatio-temporellement parlant, c'est des gens posés à des endroits spatialement, à peu près régulièrement répartis, et puis dans le temps, si j'utilise la 3e dimension comme le temps, eh bien vous vous déplacez dans le temps et ça fait des boudins spatio-temporels. Si vous bougez, on va voir ce qui se passe. Voilà la 2e horloge, et pour les synchroniser, on va procéder par échange de rayons lumineux. La première horloge envoie un rayon à la 2e, qui la renvoie immédiatement, et l'horloge qui émet et l'horloge qui reçoivent émettent leur temps. Le temps qu'elles ont construit par accumulation de durées successives, elles l'émettent. Ce sont des horloges qui émettent des ondes radio, par exemple, sous forme d'ondes radio. Et Einstein nous dit, ces 2 horloges seront synchronisées si le temps de réception pour l'horloge 2, en rouge, est égal à la moyenne des temps d'émission et de réception pour l'horloge 1 en bleu. Chacun peut le constater, puisque l'horloge 1 peut renvoyer ses informations, l'horloge 1 peut envoyer ses informations à l'horloge 2, et l'horloge 2 envoie la durée de réception, le temps, l'instant de réception à l'horloge 1. Et donc du coup, ça veut dire que l'ensemble des points qui sont des événements qui sont sur cette ligne verte sont les événements qui sont synchrones avec l'événement pour H2, j'ai reçu le signal de H1. Pour l'horloge 2, j'ai reçu le signal de l'horloge 1. Et donc on voit une ligne de simultanéité qui se dessine comme ça. Alors si maintenant on voit des horloges... Alors, détail, ça c'est pour votre exaltation historique,
réjouissez-vous des téléphones portables et des horaires de SNCF modernes, enfin ou pas, je n'en sais rien. Voilà comment se présentait le graphique de la marche des trains sur un chemin de fer à la fin du XIXe siècle entre Paris et Lyon-Perrache. On a horizontalement, c'est le temps, verticalement, c'est l'espace. Donc vous voyez, c'est un peu renversé par rapport à la façon canonique que les physiciens ont de représenter un diagramme espace-temps, où c'est horizontalement l'espace et verticalement le temps. Et on a, partant de Paris, on a des lignes qui vont vers Lyon, et la pente des lignes, l'inclinaison des lignes, c'est la vitesse du train. Parfois l'inclinaison est nulle, le train est à l'arrêt, parfois elle descend, et puis il y a les trains qui partent de Paris qui vont vers Lyon, et puis dans l'autre sens, les trains qui partent de Lyon pour aller vers Paris. Un diagramme espace-temps où vous avez tous les horaires de la journée de tous les trains avec toutes les pauses et toutes les durées des pauses qu'ils font à toutes les stations intermédiaires. Alors maintenant, si on a des horloges mobiles et qu'on veut les synchroniser, je pose la question parce qu'on a parlé de GPS et les satellites du GPS sont mobiles. Alors même diagramme tout à l'heure, mais maintenant dans toujours ce même référentiel, c'est quoi une horloge mobile? Eh bien c'est ça. Une horloge mobile, c'est quelque chose qui se déplace dans l'espace et dans le temps. Pour moi, je la vois se déplacer d'une certaine distance pendant une certaine durée. Et là, on voit qu'elle se déplace de 1 carreau horizontalement et de 3 carreaux verticalement. Donc sa vitesse, c'est 1/3 de la vitesse de la lumière. Voilà l'horloge, la même horloge qui se déplace à la même vitesse. Donc ces deux horloges sont fixes les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre, mais toutes les deux mobiles par rapport à moi à la même vitesse. Et comment est-ce qu'elles vont se synchroniser? En émettant un rayon lumineux. La vitesse de la lumière est toujours la même pour tout le monde, donc c'est toujours une droite qui passe par la diagonale principale des carrés. On renvoie, et on a vu tout à l'heure qu'il fallait être à la moitié du segment finalement pour savoir quel était l'événement pour l'horloge H1 qui était synchrone avec l'élément de l'horloge H2, j'ai reçu le signal, c'est la moitié du segment entre émission et réception. Et bien là, je trace la droite verte, voilà la ligne de simultanéité pour les horloges. Le présent de l'événement, l'horloge rouge reçoit le signal. Dans le référentiel de l'horloge rouge, voilà les événements qu'elle voit simultanés avec l'événement j'ai reçu le signal. Alors que tout à l'heure on l'a vu, l'événement qui serait l'ensemble des événements simultanés avec celui-ci pour moi qui voit passer les horloges, eh bien ce serait quelque chose comme une ligne horizontale. Là on voit bien sur ce diagramme qu'il y a une différence entre ce qui est simultané pour les uns, simultané pour les autres, ce qui est le présent de l'événement j'ai reçu le signal pour l'un et pour l'autre. Alors maintenant, on peut aborder la situation qu'on appelle les jumeaux de Langevin, parfois mal noté paradoxe de Langevin, mais ce n'est pas du tout un paradoxe, c'est juste une question qui a été mal posée. Les jumeaux voyageurs, et ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le cas de notre ami Charlton Heston au début. Donc là, en diagramme espace-temps, on va avoir deux jumeaux, on prend toujours des jumeaux parce qu'on a l'impression qu'ils sont évidemment absolument identiques, en tout cas là, on va prendre des faux jumeaux, Alice et Bob. Là, ils ne sont pas parfaitement identiques, hein, évidemment. Alice et Bob, et ils ont le même âge, à un quart d'heure près, au délai de naissance près, ils ont le même âge. Et effectivement, il va y avoir un vieillissement différentiel, une mesure de durée des voyages qui vont être différents. Si on prend d'abord Alice, qui va rester sur Terre, qui ne bouge pas, donc voilà sa ligne d'espace-temps. Bob, plus aventureux, qui fait un voyage lointain et qui revient. Il fait un aller-retour dans l'espace. Alors là, strictement, Bob, normalement, il devrait être mort dès le départ et puis au virage, parce que comme la droite d'éloignement change instantanément de pente, il a subi une accélération infinie au coin du triangle, et donc il est écrabouillé dans son vaisseau. Donc c'est une approximation grossière de ce que pourrait être un voyage. Il devrait y avoir Bob accélère, il décélère, il réaccélère, et il redécélère. Voilà, et ce serait une courbe qui ne serait pas de droite, de segment de droite, mais ça montre quand même bien l'idée. On pourrait refaire le calcul dans un cas plus général sans aucun problème. Bob se déplace à 4/5 de la vitesse de la lumière. On voit qu'il y a 4 graduations horizontales pour 5 graduations verticales. Alors, on peut calculer son facteur gamma. Alors, 4/5 c'est pratique, parce que 4/5 au carré, ça fait 16/25. 1 moins 16/25, ça fait 9/25. La racine carrée de 9/25, c'est 3/5. Et l'inverse de 3/5, c'est 5/3. Le rapport des durées mesuré par Bob et mesuré par Alice, il est 5/3. Donc, on obtient Alice, elle va trouver une durée de voyage de 10 ans. Elle constate que Bob a voyagé 10 ans, 10 graduations dans son référentiel. Le référentiel tracé, c'est celui d'Alice, qui ne bouge pas. Et puis Bob, il a donc parcouru pour Alice, il a parcouru 5 ans aller, 5 ans retour, donc 5 ans à 4/5 de la vitesse de la lumière. Il a parcouru 4 années-lumière. En gros, Bob a été auprès de Proxima du Centaure, quelque chose comme ça, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Mais pour Bob, le voyage n'a duré que 6 ans.
parce que les durées mesurées pour l'un et pour l'autre sont dans un rapport 5/3. Et Bob, la durée propre du voyage pour Bob, eh bien, c'est 3/5, puisque les 10 ans, c'était 5/3 de la voyage de Bob. Donc à l'inverse, Bob, c'est 3/5 de 10 ans, et donc lui, ça dure 6 ans. Donc sa graduation, voilà les années, j'ai mis les points qui séparent les années de Bob, telles que lui, il va les compter. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a 6 ans, l'autre 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Traçons, maintenant que nous savons le faire, les lignes de simultanéité. Voilà la ligne de simultanéité des 3 événements anniversaires pour Bob. Donc les événements sur les lignes pointillées sont simultanés à première année pour Bob, deuxième année pour Bob, troisième année pour Bob. Et vous voyez qu'ils ne correspondent pas du tout à des événements en première, deuxième ou troisième année pour Alice. Et puis Bob fait demi-tour, et si je prends les événements maintenant correspondants, on voit qu'ils sont simultanés avec des événements qui sont vers 8, 9, 10. Ce qui est une façon de dire tout ce qui se passe entre, en gros, 2 ans pour Alice et en gros 8 ans pour Alice, en fait, tous ces événements-là, ils sont simultanés avec Bob a fait demi-tour. Il ne l'a pas fait instantanément, ça a pris du temps, il a un peu décéléré, puis il a réaccéléré, mais il y a eu tout un tas d'événements qui sont passés extrêmement vite du côté d'Alice, toute une durée qui a été extrêmement longue pour Alice plutôt, et puis que ça a été un très court temps pour Bob, et on voit qu'on peut mettre en bijection, en relation, tous les événements de Bob et tous les événements d'Alice. Il ne manque pas de temps, il n'y a pas de morceaux qui manquent, simplement les durées mesurées ne sont pas les mêmes. Et on peut affirmer, mais il faudrait le démontrer, que la durée propre, c'est-à-dire propre, c'est celle que vous avez avec vous, c'est ma montre qui est là. Ça, c'est ma durée propre, elle ne me quitte pas. La durée propre, ça mesure la trajectoire la longueur d'une trajectoire spatio-temporelle. Spatio-temporelle, dans l'espace et dans le temps. Trajectoire spatiale, si je fais un petit tour comme ça, ma trajectoire spatiale est un cercle, et ma trajectoire spatio-temporelle, c'est une hélice. Si je mets comme troisième dimension le temps, j'ai fait un cercle dans l'espace et je me suis déplacé dans le temps simultanément, donc j'ai fait une hélice. La longueur de cette trajectoire, c'est la durée propre que j'ai mesurée entre l'événement je suis parti et l'événement je suis arrivé. Et c'est ça qui a mesuré cette longueur. Et il se trouve que cette longueur dépend du chemin suivi. La longueur d'une trajectoire dépend du chemin suivi. Il n'y a rien de spectaculaire. Dans ce dessin, j'ai mis espace et temps. Imaginons que j'ai mis espace et espace, que A et B soient 2 villes. Je peux aller de la ville A à la ville B tout droit, alors peut-être en avion, parce que là, pour le coup, en voiture, c'est rarement tout droit. Et puis, je peux y aller par des chemins variés. Nul n'est surpris que pour aller de A à B, la longueur du parcours en kilomètres dépend du chemin suivi. En gros, pour aller de Paris à Marseille, c'est plus court par Lyon que par Bordeaux. Ça ne surprend personne, parce que les chemins géographiques sont différents, donc on s'attend à ce que les chemins aient des kilométrages différents. On ne dit pas, toi qui as mesuré le chemin Paris-Marseille en passant par Lyon, tu as mesuré 800 km, toi qui es passé par Bordeaux, tu as mesuré, je ne sais pas, 1500 km, mais il y en a un qui avait un kilomètre ou un décimètre qui n'avait pas la même longueur que l'autre. Ils avaient les mêmes décimètres ou les mêmes kilomètres, simplement il y a plus de kilomètres sur un chemin que sur l'autre. Si maintenant on se met dans l'idée qu'on est dans un diagramme espace-temps cette fois-ci, et que là on a la ligne rouge, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, et la ligne bleue, les lignes bleues sont des observateurs en mouvement, et même en mouvement accéléré, si on considère que la durée propre, et c'est la longueur de la trajectoire spatio-temporelle, eh bien, il n'y a pas de scandale à dire que la durée propre dépend de la trajectoire qu'on a suivie. Elle dépend du chemin qui relie les deux événements. Et qu'il n'y a pas les mêmes durées propres selon le chemin qu'on a suivi. Et qu'il existe même, on peut montrer qu'il existe même un chemin de durée propre la plus longue, en géométrie, on aurait dit, il existe un chemin le plus court, en géométrie euclidienne. On aurait dit, il existe un chemin le plus court qui est la ligne droite. Et Pierre Desproges aurait rajouté, à condition que les points soient bien l'un en face de l'autre. Mais ça, c'est un détail. Donc, un chemin de plus longue durée propre, c'est le chemin qu'on appelle en mouvement inertiel, soit à vitesse constante, rectiligne à vitesse constante, soit immobile. En particulier, immobile, c'est un cas particulier de ce mouvement inertiel. Et donc, il existe un chemin de longue durée propre. Un voyageur qui est sur la droite va compter plus de secondes qu'un voyageur qui suit la courbe bleue. Ce qui est un peu curieux, parce qu'en géométrie, on aurait dire que c'est la courbe bleue qui compte plus de mètres que le chemin rouge. Mais là, il va compter plus de secondes qu'un voyageur qui suit la courbe bleue, et c'est les mêmes secondes, ce sont les mêmes horloges,
les deux horloges sont identiques, ils ont tous les deux des horloges atomiques identiques, et ces deux horloges identiques font que, par le premier principe d'Einstein, le principe de relativité, eh bien, ces horloges vont fonctionner de la même façon et vont battre les mêmes secondes. Il n'y a pas une horloge qui ralentit, le temps qui ralentit, ou Dieu sait quoi. Les mêmes horloges qui mesurent les mêmes secondes, simplement, il y en a un qui va compter plus de secondes que l'autre. Donc, je peux voyager dans votre futur. Il suffit pour moi que monter dans un vaisseau extrêmement rapide, faire comme Bob, et revenir pour un voyage qui n'aura duré que 6 ans pour moi et 10 ans pour vous. Et si c'est l'inverse, si c'était mes enfants qui font ça, ils pourraient s'arranger en étant suffisamment rapides et proches de la vitesse de la lumière pour revenir où ils n'ont vieilli que de 5 ans, tandis que moi, j'ai vieilli de... Alors ça, dans ce cas, excusez-moi, c'est l'inverse, c'est moi, excusez-moi. Si c'est moi je pars, je peux m'arranger pour ne vieillir que de 5 ans pendant que mes enfants vieillissent de 50 ans et revenir plus jeune qu'eux. Parce que mon cœur est une manière d'horloge très imparfaite, le rythme biologique est une manière d'horloge très imparfaite, qui n'a pas la même qualité évidemment que les horloges atomiques, mais on peut la considérer comme une manière d'horloge. Donc je peux voyager dans votre futur, vous pouvez voyager dans le mien aussi, il suffit de faire le même effort de l'autre côté. Et puis pour conclure, un petit film que vous connaissez peut-être pas, je vous recommande, qui est très sympa, André Svoboda, le réalisateur, Croisière sidérale, 1942, tourné en France occupée. Plein de choses à dire sur ce film. Voilà ce qui est dit au début du film, à l'introduction du film. En gros, les chiffres que l'on présente dans ce film sont extrêmes, mais c'est fondé sur une théorie scientifique exacte, qui est fondée sur la relativité restreinte dont on vient de parler. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une jeune femme scientifique fait un voyage de 15 jours, elle part en ballon, faire une observation en ballon, il y a un problème, elle reste 15 jours dans l'espace, puis elle revient, et il s'est écoulé 25 ans sur Terre. Elle retrouve son mari, qui a vieilli de 25 ans. Donc là, il y a une dilatation considérable aussi d'un facteur 600. Alors, voilà un extrait du film, premier extrait, où on voit un des personnages, l'acteur Carrette, qui explique aux passagers de la croisière sidérale, une fois qu'ils ont réalisé que ça s'était passé, ils fabriquent un vaisseau qui va faire ça, et l'acteur, le personnage plutôt, explique ce qui se passe dans le vaisseau. Mesdames et messieurs, le spectacle que vous avez sous les yeux d'un spectacle unique au monde et qui est destiné à le rester. Je tiens d'abord à vous faire remarquer ces deux chronomètres. Le premier vous donne l'heure exacte du bord, il est exactement 10h22. C'est-à-dire qu'il y a environ 5 heures que nous avons quitté la Terre. Le second cadran vous donne la mesure du temps tel qu'il se déroule sur la Terre. Oui, mesdames et messieurs, il y a environ 7 mois que notre voyage a commencé. 7 mois. Et donc là, on voit le même principe, les deux chronomètres, l'un qui est le chronomètre de bord, qui est normal, et l'autre qui mime, qui représente, qui montre la façon dont le temps s'accumule, dont les durées s'accumulent sur Terre, et qui tourne comme un fou furieux, l'air de dire, quand il se passe 1 minute chez nous, il se passe beaucoup de temps là-bas. Là, c'est un moment ultérieur, un moment précédent dans le film, un deuxième petit extrait d'un moment qui précède, où la jeune femme est revenue au laboratoire scientifique, demande à voir le directeur, parce qu'elle voit tout un tas de choses très curieuses autour d'elle, et elle réalise que le directeur, ce vieil homme, c'est son mari. Et là, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, vous voyez, déjà, ça commence bien. Hein. Vous voyez, des films en 1942, mais des équations. Ces équations sont à la base de ce qu'on appelle la transformation de Lorentz, qui permet de passer des coordonnées spatio-temporelles d'un observateur aux coordonnées spatio-temporelles d'un autre observateur. Je passe sur les détails, ça n'a pas d'importance, mais ces équations qui sont là sont justes, hein, ce sont les bonnes équations. Françoise, je crois que j'y suis. Je crois que j'ai compris. Oh, si c'est vrai, c'est à n'y pas croire. Tu comprends, votre ballon a passé 2 semaines hors du monde terrestre. Vous avez vécu 2 semaines dans le monde sidéral. Je ne comprends pas. Mais si tu vas comprendre, chérie, c'est très clair. Enfin, vous êtes monté, puis vous êtes redescendu. Oui. Mais pendant ce temps-là, vous avez changé de système de référence. En somme, vous avez vécu 2 semaines dans un autre temps. Dans un autre temps. Les formules de Lorentz ? Oui, les formules de Lorentz, les équations de Lorentz s'appliquent intégralement. Oh, ça c'est magnifique. 25 années. Mais tu comprends, votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire. Alors vous avez passé là-haut 2 semaines. 2 semaines pour vous. Mais pendant ce temps-là, notre pauvre Terre a vieilli, elle, de 25 années. Et ton pauvre mari, lui aussi, a vieilli de 25 années. Il pige le coup, là. Il dit, oui, mais du coup, moi aussi... C'est peut-être pas possible, mais c'est certain. Et pendant tout ce temps, Pendant ce temps, j'ai attendu un miracle. Et tu m'en rapportes 2. 2 ? Oui, le premier, c'est que ce voyage confirme toutes les théories de la relativité, mais cela n'est rien. Et l'autre ? L'autre miracle, c'est que tu sois revenu. Tu y crois ? Je suis bien forcé d'y croire puisque tu es ici.
Tu m'as attendu. Oui, Françoise. Dans cette maison. Nous avions tout préparé ensemble. Voici votre maison, Françoise. Voilà, voici notre maison en France. Alors il y a des références, là c'est 1942 en France, hein. Donc on cite Lorentz pour les équations de Lorentz, on ne cite pas Einstein, c'est de la physique juive à l'époque, hein, donc on ne cite pas Einstein. Deuxièmement, viens dans notre maison, travail, famille, patrie, etc. Enfin c'est des messages subliminaux pour que ça passe la censure. Il y en a d'autres qui sont assez curieux. C'est un film très intéressant, parce qu'il y a le réalisateur Svoboda a été adhérent au comité secret des réalisateurs qui luttaient contre le nazisme et qui ont fait des plans pour... bref. Et donc il faisait des films et il essayait de faire passer des trucs subliminaux à la fois pour le public éduqué, enfin qui savait lire entre les lignes, et aussi des choses très évidentes pour que la censure dise très bien, le film y passe. C'est un film très intéressant, par plein d'aspects. Le Venture Star, pour en conclure, le Venture Star d'Avatar, un vaisseau extrêmement intéressant, parce que ce vaisseau-là, il va près d'Alpha du Centaure, justement, un peu comme notre Bob de tout à l'heure, et on nous dit que le voyage a duré 5 ans, 9 mois et 22 jours, ce qui fait 5,8 ans pour franchir 4,37 années-lumière. Donc la vitesse moyenne, on peut l'estimer, c'est de l'ordre de 2/3 de la vitesse de la lumière, un vaisseau qui était extrêmement efficace, et on peut, je vous fais grâce des détails, et on peut calculer toutes les durées du voyage, si on suppose que le vaisseau a accéléré uniformément à une gravité terrestre, de sorte que la pesanteur artificielle due à l'accélération soit celle de la pesanteur de la Terre, ce qui est confortable, disons, pour les passagers, après qu'il a volé à vitesse constante, et donc il a fallu faire une pesanteur artificielle, c'est la raison pour laquelle sur la droite on voit une espèce d'altère qui doit tourner pour créer cette pesanteur artificielle, et puis ensuite le vaisseau a décéléré à une gravité terrestre avec une accélération de 1 g. Alors on peut calculer, voilà, on peut s'amuser à calculer tout ce qu'a fait ce vaisseau, combien de temps il a mis pour accélérer, quelle distance franchie, enfin bref, ça se résout très facilement, et c'est un voyage plus réaliste que celui de Bob qui change instantanément sa vitesse et qui donc subit une accélération infinie si le changement est instantané, ce qui n'est pas très bon pour sa santé. Et puis voilà, bon, je le mets là, mais vous n'avez pas le temps de tout noter, mais je sais maintenant on prend des notes par téléphone portable. Donc voilà une petite liste de films où il y a de la relativité restreinte. Je vous recommande aussi le deuxième, le premier que vous ne connaissez peut-être pas, de 1942. Le deuxième, c'est un film de science-fiction tchèque de 1963, très intéressant aussi. On a parlé du Schaffner, il y en a tout un tas d'autres. Un peu de pub pour la SF littéraire cette fois-ci. Alors il y en aurait plein d'autres, hein, j'ai mis ces trois-là. Taux zéro, là c'est un vaisseau qui accélère tout le temps, qui n'arrive jamais à ralentir. Et les passagers sont bien embêtés, ils ne peuvent plus arrêter le vaisseau d'une certaine façon. Mais ils se rendent compte que même s'ils arrivent à l'arrêter, leur vitesse, la vitesse qu'ils ont atteinte est si proche de celle de la lumière qu'en fait il s'est déjà passé des millions d'années sur Terre et que même s'ils font demi-tour, c'est trop tard. La Terre est peut-être plus là, les humains sont peut-être plus là, et donc ils sont comme des sortes de naufragés temporels à cause de cette dilatation considérable des durées. Et puis Charles Strauss, Aube d'acier, là il y a des affaires temporelles tout à fait intéressantes. Il essaie d'être réaliste du point de vue de la physique, Charles Strauss, ça, c'est de la hard science. Et La guerre éternelle de Joe Haldeman, ça c'est une guerre où tous les protagonistes, tous les soldats sont dans des vaisseaux interstellaires extrêmement rapides, et la guerre qui dure 3000 ans en durée terrestre ne dure que quelques dizaines d'années en durée des vaisseaux qui effectivement font la guerre, et donc ça a tout un tas de questions qui sont soulevées par ça. Voilà, je vais m'arrêter là quand même pour avoir un tout petit peu de temps pour les questions. Merci infiniment de votre attention et bon Time World. Bonjour, merci beaucoup. Faudrait-il pas trouver une autre expression que voyage vers le futur ? Parce que c'est juste les durées qui sont pas les mêmes, mais c'est le futur d'un autre. On n'arrive pas dans le futur. Quand on dit le futur, on a l'impression que c'est un futur commun. Comme le temps, c'est une construction qui se fait par accumulation de durées successives, l'échelle de temps que je construis avec mes durées à moi et celle qu'un autre construit avec ses durées à lui qui ne sont pas les mêmes, s'il est en mouvement relatif par rapport à moi, eh bien, ce n'est pas les mêmes échelles de temps. Et donc, quand on dit le futur, on a l'impression qu'on a un futur commun, comme on a un présent commun. Donc, évidemment, on ne peut pas voyager dans le futur, on voyage dans le futur d'un observateur ou d'un autre. Donc, je peux voyager... Oui, mais on se retrouve bien dans le présent. On se retrouve On se retrouve bien dans le présent. Et du coup, ah oui, à un moment donné, on se retrouve à pression, parce que dans le voyage qui était indiqué, on part avec on est à vitesse relative nulle au départ, et puis il y en a un qui bouge, et puis qui revient. Non, mais c'est pour ça que je trouve que l'expression est pas très bonne, parce qu'on dit que les voyages dans le passé sont pas possibles, les voyages dans le futur sont possibles, ils sont pas plus possibles. Je peux voyager dans le futur d'un autre observateur, ça me paraît déjà beau, c'est ce que j'ai dit, et ça me paraît tout à fait correct au regard de la physique. Voilà, donc dans le passé, non. Pour aller dans le passé, il y a tout. Mais l'autre aussi a voyagé dans mon futur. On s'est quitté il m'a quitté 25 ans avant. Non, mais
Simplement, les durées écoulées ne sont pas les mêmes, et donc je vois des choses. Si je veux voir la Terre dans 2000 ans, si je ne fais rien de spécial, je serai mort bien avant. Si je veux voir la Terre dans 2000 ans, par contre, je peux, moyennant techniques dont nous ne disposons pas, faire un voyage extrêmement rapide pendant la durée qui convient et revenir. Non, mais je suis bien d'accord, j'ai parfaitement compris. Et donc, je trouve que c'est pas le bon terme. Ah bon, si vous avez compris. Puisque quand on dit que le voyage dans le passé est impossible, il est aussi impossible que le voyage dans le vrai futur, qui serait de se retrouver dans le futur de la personne et ensuite de se retrouver dans un présent qui est un passé de ce futur. Bon, admettons. Mais en tout cas, on peut donner un sens à ça. Je peux me retrouver plus jeune que mes enfants. Voilà, j'ai une solution à ça. C'est possible. Et une solution qui n'est pas par des manipulations génétiques. Plus jeune en durée. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport au graphique avec Alice et Bob. On a l'impression que, peut-être je me trompe, mais que le temps est plus différent au moment du changement de vitesse. Alors, il a été fait quand Bob change de référentiel, finalement. Il était dans un référentiel qui s'éloigne à vitesse constante, et puis il saute dans un référentiel, si j'ose dire, qui revient, qui est à la vitesse opposée, et qui donc revient vers la Terre à vitesse constante. Alors en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faudrait que Bob, la trajectoire de Bob, la vitesse augmente, et puis il s'arrête, et puis il repart. Donc il a une forme qui n'est pas du tout un triangle, mais quelque chose qui est beaucoup plus continu du point de vue de l'accélération, de sorte que jamais il ne dépasse la vitesse de la lumière, et 2, il ait des accélérations raisonnables, en tout cas pour sa survie, si on veut qu'il revienne vivant. Donc il n'y a pas de... On peut, si tout est continu, là il y a une discontinuité quand on change de côté. Bob allait par là, puis d'un coup il va par là, il y a clairement une discontinuité à cet endroit-là. On peut rendre la chose continue en disant je décélère, puis une fois que je suis arrêté, je réaccélère, puis je décélère et j'arrive sur Terre. Et à ce moment-là, on peut faire une bijection vraiment 1 à 1 entre les points les instants de Bob et les instants d'Alice. On peut le faire sans aucun problème. Là, c'est comme si l'instant de retournement, l'instant de durée nulle, où il s'est retourné instantanément, à cet instant de durée nulle ou très faible, correspond toute une grande durée. Donc là, c'est peut-être ça qui vous chagrine un peu. C'est un cas extrême qui permet de montrer l'idée des choses, mais ça se recalcule. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour le cas du Venture Star. Ça se recalcule sans problème avec une accélération, décélération, même qui peut varier dans le temps, l'accélération. Enfin, ça se calcule très bien. Et on a une parfaite correspondance 1 à 1 entre les instants de Bob et les instants d'Alice. Bon, on me dit que la vie est dure et qu'il faut respecter le temps. On est à Time World ici quand même. Merci beaucoup de vos questions et de votre attention. Merci. J'oublie rien. Alors, la question défi de cette conférence, je vous la rappelle, c'était « Peut-on voyager vers le futur ?» Une conférence donc à la charnière du temps dans l'art et du temps mesuré. Alors, comme vous l'avez rappelé en introduction, c'est une question qui évidemment a inspiré de nombreux artistes. C'est une question qui est au cœur de la science-fiction, à la fois les films de science-fiction et les romans de science-fiction. Mais on peut se demander que dit la physique de ces voyages vers le futur. Et on peut, à juste titre, se tourner vers la relativité la relativité restreinte d'Einstein de 1905, dont vous avez rappelé les deux principes fondamentaux, à la fois le principe de relativité et l'invariance de la vitesse de la lumière qui a été vérifiée avec une extrême précision. Et vous avez mis en lumière deux conséquences importantes de la relativité restreinte. La première, c'est qu'il est impossible de définir une simultanéité entre des événements. Et vous l'avez montré avec cette expérience des wagons, qui montre que deux événements peuvent paraître simultanés pour quelqu'un qui est dans le wagon et ne peuvent ne pas paraître simultanés pour quelqu'un qui est sur le quai de la gare. Et donc, conséquence importante, on ne peut pas définir une notion universelle de présent. Et puis la deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle la dilatation des durées, ce que vous avez montré avec l'horloge formée de deux miroirs, avec un photon entre les deux miroirs qui fait tic-tac. Je tiens à souligner qu'il s'agit en fait d'une illusion, cette dilatation des durées, qui est liée en fait à notre conception de l'espace. Nous sommes restés dans une conception newtonienne de l'espace, tout simplement, comme vous l'avez remarqué, parce que nos vitesses relatives sont très très faibles devant la vitesse de la lumière. Pour commencer à avoir des effets relativistes, il faut être à 90% de la vitesse de la lumière pour avoir ce facteur de gamma au moins égal à 2. Et de ce fait,
on a l'impression d'une dilatation des durées, alors que simplement il s'agit d'une conséquence immédiate du fait que notre univers, notre espace-temps n'est pas euclidien comme Newton le disait, mais est en l'occurrence hyperbolique, donc avec une géométrie un peu plus complexe. Alors, Einstein s'est posé la question de savoir comment synchroniser deux horloges. Donc, vous avez montré par deux exemples comment on peut synchroniser d'abord deux horloges fixes et puis deux horloges mobiles. Et vous avez montré qu'on peut définir par convention une ligne de simultanéité qui en fait représente différents événements qui pour une certaine gamme d'observateurs apparaîtront simultanés. Alors, avec ce bagage physique, en l'occurrence, vous êtes revenu à cette question de savoir si l'on peut voyager vers le futur avec le paradoxe notamment des jumeaux de Langevin, que vous avez décidé d'appeler Alice et Bob, en montrant que Alice, si elle reste 10 ans sur Terre et que Bob part dans une fusée à 80% de la vitesse de la lumière, eh bien, il n'aura vécu que 6 ans. En fait, on appelle cela un paradoxe, mais il n'y a rien de paradoxal à cela, puisque, comme vous l'avez remarqué, les horloges d'Alice et Bob mesurent les mêmes secondes. Si Alice et Bob prenaient leur pouls, le pouls n'accélérerait pas ou ne ralentirait pas. La seule différence entre Alice et Bob, c'est que ces deux observateurs ont suivi dans le diagramme d'espace-temps que vous avez présenté, des lignes d'univers différentes, donc des trajets différents dans ce diagramme, qui n'est pas, encore une fois, un diagramme espace-temps de Newton. Et donc, Alice et Bob ont des durées propres différentes qui sont fonction du chemin qu'ils parcourent dans ce diagramme espace-temps. Et donc, la réponse à la question de cette conférence, c'est que oui, on peut voyager dans le futur de quelqu'un d'autre, à condition de se déplacer très rapidement, à des vitesses proches de la lumière, de ce quelqu'un d'autre, justement. Monsieur, dans l'audience, était un peu gêné par le terme « futur ». Je pense que ce que vous vouliez souligner, c'est ce qui est impossible, ce sont en quelque sorte les voyages instantanés dans le futur. Et en fait, je dirais simplement, pour résoudre cette apparente contradiction, que dans votre version Roland Le Hook, le fait de voyager dans le futur prend du temps, malgré tout, puisqu'il faut qu'une certaine durée s'écoule pour nous, qu'une autre certaine durée s'écoule pour d'autres observateurs, et simplement que la durée qui s'est écoulée pour nous, notre durée propre, soit plus courte que celle pour l'observateur dont on va voyager dans le futur. Voilà, et puis je termine par une petite remarque liée au film que vous nous avez présenté, Croisière sidérale de 1942. Remarque pour dire que finalement, pour un rendez-vous romantique, les équations de Lorentz, c'est une bonne idée.